Pour un ancien joueur de football américain professionnel, gagner le cœur des femmes est aussi facile que gagner du terrain. Mais c'est un jeu qui peut s'avérer dangereux quand la jalousie s'en mêle. Aujourd'hui, dans Killers, Amour mortel, une provinciale avait rencontré l'homme de ses rêves. Tout à coup, elle sortait avec un joueur de football professionnel. Étant originaire d'une petite ville de province, elle n'avait sans doute jamais imaginé que ce serait possible. Il l'aimait bien. C'était une fille sympa, équilibrée. Elle valait le coup. La prochaine étape, c'était le mariage et un enfant qu'ils voulaient tous les deux. Que rêver de mieux? Mais un crime inimaginable va faire éclater la vérité derrière ce supposé conte de fées. L'assassin s'est acharné. C'était personnel. L'affaire est extrêmement médiatisée. La police se lance à la poursuite du meurtrier. La traque va durer 2 ans. Au cœur de l'affaire, une histoire de jalousie et de vengeance. C'était un engouement très excessif. Tout le monde a pensé qu'il y avait une histoire de sexe derrière tout ça. Et évidemment, c'était le cas. Le 4 octobre 2007, aux environs de 8 h du matin, alors que la plupart des habitants de Chicago se préparent à aller travailler, une femme affolée appelle les urgences. Deerfield Police. I'm so nervous right now. About 10 to 8, I heard a woman screaming and then a pop, pop, and it went totally silent. Did you hear it out in the parking lot, or was it from a unit? No, it had to be from a unit. I called my neighbor upstairs and she does not answer. La police arrive très vite sur les lieux. Un immeuble en copropriété à Deerfield, dans l'Illinois. Deerfield est une petite ville au nord de Chicago. C'est une banlieue plutôt aisée, très calme, très tranquille. Là-bas, on peut être dehors en famille à n'importe quelle heure du jour en toute sécurité. La délinquance n'existe pas. En arrivant, les policiers découvrent qu'une fusillade mortelle a eu lieu. Les agents se sont tout de suite rendus à l'appartement situé au-dessus de celui de la personne qui avait donné l'alerte. Ils ont frappé, mais personne n'a répondu. Alors ils ont forcé la porte et ils sont directement tombés sur une femme. Elle était morte dans une mare de sang. Elle était dans la cuisine de l'appartement qu'elle louait. Les secouristes ont très vite établi qu'elle avait succombé à des blessures par balle. On lui avait tiré dessus. Dès qu'ils ont mis les pieds dans la cuisine, ils ont senti la cordite. C'est l'odeur de poudre émise par une arme à feu. C'était déjà choquant que ça se passe à Deerfield. Mais ce qu'il était encore plus, c'est qu'elle était enceinte, et son enfant a lui aussi été assassiné. On a également remarqué que l'assassin avait délibérément visé son ventre. Mais qui ferait une chose pareille? Et pourquoi? Dans ce genre de cas, le premier réflexe, c'est de revenir aux bases du travail d'enquêteur. C'est-à-dire frapper aux portes, parler aux voisins, leur poser des questions simples comme « Avez-vous vu ou entendu quelque chose ?» Les inspecteurs apprennent le nom de la victime, Ronnie Reuter. Elle était enceinte de 7 mois et le père de son enfant est très connu à Chicago. C'était la compagne de la légende des Chicago Bears, Sean Gale. Ronnie Reuter passe son enfance à Potosi dans le Wisconsin. Et comme dans beaucoup de petites villes aux États-Unis, les habitants ne plaisantent pas avec le football américain. C'était l'incarnation parfaite de l'Amérique moyenne. Il ne se passe pas grand-chose à Potosi. Les 2 grandes villes les plus proches sont Minneapolis et Chicago, qui restent loin. Mais chaque été, le village s'anime quand les Chicago Bears arrivent pour leur camp d'entraînement. L'été, tout tournait autour des Chicago Bears. Tous les ans, ils venaient s'entraîner à Platteville, dans le Wisconsin. C'est à une vingtaine de kilomètres de là où Ronnie a grandi. Même au milieu de la foule de fans venus voir l'équipe s'entraîner, une jeune femme aussi jolie que Ronnie se distingue. D'après tous ceux qui la connaissaient, c'était une belle personne, dans tous les sens du terme. Beaucoup d'hommes s'intéressaient à elle, mais elle n'était pas prête à se fixer avec n'importe qui. Et puis à l'été 1990, Ronnie attire l'attention de l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, le demi-défensif Sean Gale. Elle a alors 24 ans et lui 28. Je ne sais pas si on peut parler de coup de foudre, mais elle lui plaît, c'est certain. Et plus il la connaît, plus c'est vrai.
Elle lui plaisait, c'était une fille sympa, équilibrée. Elle avait la tête sur les épaules. Et lui, c'était un type intelligent. Il s'est vite rendu compte que c'était une fille bien. Leurs sentiments sont réciproques. Sean Gale était un joueur très populaire. Il était beau, il parlait bien, il était intelligent et il gagnait très bien sa vie. Sean n'est pas seulement bel homme, c'est aussi une star. Un pilier de l'équipe mythique des Chicago Bears qui a remporté le Super Bowl en 1986. Les membres de cette équipe et leur entraîneur étaient très célèbres. On les arrêtait pour leur demander de signer des autographes. Les gens suivaient tout ce qu'ils faisaient. Et Sean Gale était un joueur clé de cette équipe. Sean Gale était séduisant. Il était considéré comme un bon parti. Et ils ont commencé à se fréquenter. Même s'il avait un emploi du temps très chargé et qu'il voyageait beaucoup, il trouvait du temps pour s'appeler. Malgré leur attirance mutuelle, l'idylle naissante entre Ronnie et Sean rencontre quelques obstacles. Je crois que Ronnie avait développé des sentiments très profonds pour Sean Gale. Mais le football lui prenait énormément de temps. Et il vivait à Chicago, à près de 300 km. Sans oublier qu'il avait une réputation de don Juan. Apparemment, il sortait avec de nombreuses femmes de la région de Chicago. Et je comprends pourquoi. Il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfants, il avait la belle vie. Et ça le rendait d'autant plus attirant. C'était un esprit libre. Quelques années plus tard, Ronnie déménage à Chicago pour se rapprocher de Sean. Elle décroche un emploi dans un grand magasin de mode. C'était la suite logique pour elle. Elle n'allait pas trouver ce genre de travail dans sa petite ville. Et ses sentiments pour Sean ont certainement pesé dans la balance. Pendant les années qui suivent, leur relation s'approfondit. Mais à aucun moment, Ronnie ne fait pression sur Sean pour qu'il l'officialise. Sean et Ronnie sont sortis ensemble pendant près de 20 ans. Mais bizarrement, ils n'ont jamais habité ensemble. Ils ne se sont jamais mariés. Les années passant, je crois que la famille et les amis de Ronnie espéraient qu'il finirait par se conformer à un modèle de relation plus traditionnel. Mais ce n'était pas leur intention. En fin de compte, ils avaient l'air de beaucoup tenir l'un à l'autre. Mais ça laissait aussi à Sean une grande marge de manœuvre pour pouvoir fréquenter d'autres femmes. Cela dit, ce mode de vie semblait leur convenir. Et si personne ne se sentait lésé, qui suis-je pour juger? Mais en 2007, soit 17 ans après leur première rencontre, une nouvelle inattendue de la part de Ronnie vient bouleverser cet équilibre. Elle était svelte, toujours en très bonne forme physique. Je lui ai demandé ce qui se passait, si elle avait changé quelque chose dans son alimentation. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle était enceinte. À 42 ans, sa grossesse n'était sans doute pas prévue. Mais malgré cela, les deux futurs parents étaient très heureux. En général, ce genre d'événement change la vie. Il modifie forcément la nature de la relation en profondeur et la consolide, le plus souvent. Sean parle même de cette grossesse à sa mère. Sa famille, comme celle de Ronnie, est aux anges. Il était ravi d'avoir un enfant avec elle. Ils ont choisi le prénom ensemble. Si l'on suit la logique, ils allaient sans doute se marier, accueillir ce bébé qu'ils désiraient tous les deux et s'installer dans la ville qui les vénérait. On ne peut pas rêver mieux. Mais les rêves que le couple nourrissait pour l'avenir viennent de voler en éclats. La scène du crime était abominable. Elle était allongée sur le sol de sa cuisine, les mains sur le ventre, dans une tentative de protéger son bébé. Il y avait même une échographie sur le réfrigérateur. C'était vraiment déchirant. Quand les enquêteurs en apprennent davantage sur l'arme du crime, la véritable nature de cet homicide apparaît clairement. Ils pensaient que l'assassin avait utilisé un silencieux. Et si c'était le cas, alors ce n'était pas un acte impulsif, mais une véritable exécution. La police de Chicago vient de découvrir le corps de Ronnie Reuter dans son appartement à Deerfield. Elle avait 42 ans et attendait un enfant. L'affaire risque fort d'être très médiatisée et ils savent qu'ils vont être mis sous pression. Il se trouve que l'un des voisins qu'on avait interrogé au tout début de l'enquête travaillait pour un journal local de la région de Chicago. Alors après quelques minutes à peine, les journalistes ont débarqué en hélicoptère. Quand on a appris que Sean Gale était mêlé à cette affaire, tout à coup, c'est devenu un énorme scoop.
Dans l'appartement de Ronnie, les enquêteurs recueillent des indices pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Il n'y avait aucune trace d'intrusion ou de vol. Alors aux yeux de la police, il n'y avait que deux possibilités. Soit elle avait ouvert la porte à son assassin, soit l'assassin possédait une clé. L'emplacement des blessures suggère que la personne qui a tiré sur Ronnie voulait s'assurer de tuer à la fois la mère et l'enfant. Une balle s'est logée dans son ventre, mais c'était loin d'être la seule. L'assassin a tiré au moins 7 fois, c'était de l'acharnement. Alors il est très vite devenu évident que c'était sans doute une affaire très personnelle. Il n'y avait pas de preuves matérielles. On n'a relevé ni traces d'ADN ni empreintes digitales. Et les éléments de preuve qu'ils parviennent à récupérer ne font que susciter davantage d'interrogations. Il y avait des douilles, ce qui correspond à l'usage d'une arme semi-automatique. Mais il y avait également des balles encore intactes. Alors on a essayé de comprendre pourquoi. Est-ce que l'arme avait mal fonctionné? C'était vraiment étrange. La police établit que les douilles proviennent d'un pistolet de 9 mm. Mais cette arme aurait dû faire bien plus de bruit que le pop décrit par la personne qui a appelé les urgences. Ce témoin n'a pas clairement entendu des coups de feu. Elle a plutôt décrit un son similaire, mais comme étouffé. Pour les enquêteurs, l'assassin avait sans doute utilisé un silencieux. Dans ce cas, il ne s'agissait pas d'un acte impulsif, mais d'une véritable exécution. Les inspecteurs interrogent tout l'immeuble, espérant trouver un témoin oculaire. Personne n'a vu la scène. Mais une voisine de Ronnie affirme avoir aperçu quelqu'un s'enfuir après les coups de feu. Une personne est partie en courant à peu près au moment de l'incident. Elle était entièrement vêtue de noir. Elle avait une coupe de cheveux de type afro. A priori, il s'agissait d'un homme de couleur. La voisine explique à la police que le meurtrier présumé a pris la fuite au volant d'une berline noire. Et dans l'entourage de Ronnie, il y a un homme qui correspond à cette description. La plupart des féminicides sont perpétrés par l'amant, le mari ou un ex-conjoint de la victime. Si on a cette information en tête au moment d'examiner la description donnée par la voisine, on est forcément tenté de mettre Sean Gale tout en haut de la liste des suspects. Les gens ne voulaient pas croire que Sean puisse être impliqué dans cette affaire. C'était un Bears de 86 et tout le monde l'adorait. Peut-être qu'il ne voulait pas d'attache, qu'il ne voulait pas de la responsabilité d'un enfant. Avait-elle fait ça pour le piéger? Pour qu'il reste avec elle? Était-ce un moyen pour elle de le contraindre à l'épouser? En tout cas, c'était forcément une piste à creuser. Les soupçons des policiers se renforcent quand ils découvrent que le couple traversait une période de forte tension. Ils ont trouvé le sac à main de Ronnie et à l'intérieur, il y avait une lettre accusant Sean de multiplier les conquêtes. La lettre était accompagnée d'une liste de femmes. Apparemment, elles avaient toutes eu une relation avec Sean Gale à un moment donné. Je ne me souviens plus des mots exacts qui étaient employés, mais en gros, elle disait « Saviez-vous qu'il entretient une relation avec toutes ces femmes ?» La lettre qu'elle a reçue mentionne que Sean a des liaisons avec pas moins de 18 femmes. Ronnie a-t-elle décidé de confronter Sean, le poussant à réagir? Tous les éléments désignaient Sean Gale. Et comme O.J. Simpson avait créé un précédent, tout le monde a pensé un autre joueur de football américain est à nouveau complètement parti en vrille. Mais avant que la police puisse convoquer Sean pour un interrogatoire, c'est lui qui prend les devants. Listen, I've been getting calls from the media. This is Sean Gale, and they're naming me as a suspect. Can I have you talk to an investigator? Yes, please. Okay, come to the Deerfield Police Department. Do you know where it is? Quand les enquêteurs rencontrent Sean, il a l'air sincèrement bouleversé par la mort de Ronnie. Sean s'est montré coopératif. On l'a interrogé pendant plusieurs heures. On a essayé de reconstituer son emploi du temps au moment des faits, où il se trouvait, d'où il venait. L'objectif, c'était de déterminer si on pouvait l'écarter de la liste des suspects ou si c'était encore trop tôt. La police confronte Sean au sujet de la lettre compromettante, mais il leur assure que ça n'a jamais été un problème. Ronnie était au courant de la situation, elle l'acceptait. Elle ne l'empêchait pas de voir d'autres femmes, et c'est probablement pour ça qu'il est resté avec elle si longtemps. Non seulement Sean n'a pas de mobile apparent,
Mais il a surtout un alibi inattaquable. Sean était chez le coiffeur dans le nord de Chicago. Apparemment, ce salon est une institution chez les Chicago Bears. Beaucoup de joueurs continuent d'aller se faire couper les cheveux là-bas. Et ce jour-là, Sean y est allé avec un autre ancien membre de l'équipe. Sean Gale a très vite été écarté de la liste des suspects. Et publiquement, ça n'a jamais été remis en cause, tout le monde croyant son innocence. Sean est innocenté et suggère une nouvelle piste aux policiers. Ronnie n'était peut-être pas jalouse de ses autres femmes, mais l'une d'entre elles l'était. Sean a dit aux inspecteurs que l'assassin pouvait être la personne qui avait envoyé la lettre, une prof de fitness polonaise, Monika. Monika Kurowska était sortie avec Sean 1 ou 2 ans auparavant. Et visiblement, leur séparation s'était assez mal passée. Sean a expliqué que Monika l'avait suivi à son appartement. Elle l'avait même harcelé. Sean raconte que c'est juste après cet incident que les autres femmes qu'il fréquentait ont commencé à recevoir la même lettre. Sean était persuadé qu'il s'agissait de Monika à cause des fautes qu'elle contenait. Et compte tenu de son comportement avec lui, il ne savait pas jusqu'où elle était capable d'aller. Et ça lui faisait peur. La situation était devenue intenable, au point que Sean avait obtenu une ordonnance de protection à l'encontre de Monika. 94% des féminicides sont précédés d'une forme de harcèlement. Monika était-elle suffisamment torturée pour tuer Ronnie et son futur enfant, dans l'espoir que Sean lui accorde une deuxième chance? Monika ne correspond pas à la description donnée par la voisine de Ronnie, mais pour les enquêteurs, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas impliquée. Il ne disposait que d'une vague description. Quelqu'un avait vu une personne traverser le parking en courant au moment du meurtre. Une voisine a dit avoir aperçu un homme de couleur. Ce n'était donc pas Monika. Mais personne ne l'a vu distinctement, donc il pouvait s'agir de n'importe qui. Quand la police interroge Monika, elle nie être l'auteur des lettres. À l'époque, Monika était prof de sport à son compte. Elle était en train de donner un cours particulier au moment des faits. Son alibi était solide. En quelques jours, la police a confirmé qu'elle n'était pas soupçonnée. En l'absence d'autres pistes, les enquêteurs se tournent vers la lettre trouvée dans le sac de Ronnie. Ils espèrent y trouver de potentiels suspects. La lettre contenait des copies de tous les emails que Sean avait envoyés aux autres femmes. L'auteur de cette lettre avait donc pu avoir accès aux coordonnées de ces autres femmes, leurs numéros de téléphone, leurs adresses. Il n'y avait pas 36 possibilités. Où quelqu'un aurait-il pu avoir accès à toutes ces informations? Le seul endroit plausible, c'était l'ordinateur de Sean. Quand les inspecteurs demandent à Sean si l'une de ces femmes pouvait avoir accès à ces dossiers, il répond par l'affirmative. Marnie Young, un mannequin fitness et agent immobilier de 40 ans. Marnie n'était pas seulement une de ses conquêtes. Elle faisait aussi des affaires avec lui. Elle passait donc régulièrement à son bureau. Elle avait été mariée et avait eu 3 enfants de cette première union. Au moment où elle a rencontré Sean Gale, elle était divorcée depuis quelque temps. D'après Sean, sa relation avec Marnie était avant tout professionnelle. Mais ça ne les empêchait pas de coucher ensemble de temps en temps. D'ailleurs, ils s'étaient retrouvés la veille de l'assassinat de Ronnie. Sean était malade. Il avait attrapé froid ou quelque chose comme ça. Elle lui avait apporté un bouillon de poule et une chose en entraînant une autre, ils avaient fini par coucher ensemble. Marnie pouvait-elle être l'auteur des lettres? La police a montré à Sean une liste de numéros de téléphone et lui a demandé s'il les reconnaissait. Il les a pratiquement tous identifiés. Apparemment, Marnie a appelé toutes les personnes que Sean fréquentait. Elle ne se mêlait pas seulement de ses relations. Elle avait provoqué un véritable chaos dans d'autres domaines de sa vie. Par exemple, elle annulait des chambres d'hôtel ou des billets d'avion qu'il venait de réserver. La police a examiné son site web et a très vite compris que sa carrière dans l'immobilier n'en était pas vraiment une. Elle n'avait qu'un seul client, Sean Gale. Pour moi, Marnie Young se servait de cette couverture d'agent immobilier pour se rapprocher des personnalités influentes du milieu de l'immobilier à Chicago. Et cela inclut Sean Gale. On a parlé de harcèlement, et il y a un film qui traite exactement de ça, Liaison fatale. 2 personnes commencent à se fréquenter, et tout à coup, un animal de compagnie mijote dans une casserole.
Une vérification de ses antécédents révèle que ce ne serait pas la première fois que Marnie se comporte de façon étrange avec les hommes. L'un d'entre eux a même sollicité une ordonnance de protection. Marnie Young participait à un programme de soutien à la police. Mais à mon avis, c'était surtout un moyen pour elle de rencontrer et de fréquenter des policiers avec qui elle finissait par coucher. Quand l'un de ces policiers a tenté de mettre fin à leur liaison, elle est devenue très vindicative, selon ses propres termes. D'après ce policier, Marnie avait mis son mariage, sa carrière et même sa vie en danger. Il a expliqué qu'il avait eu peur. Il avait même pris une retraite anticipée de la police et avait déménagé avec toute sa famille à cause de cette histoire. C'était un véritable signal d'alarme. Si un ancien fonctionnaire de la police de Chicago avait eu peur d'elle, il y avait de quoi s'inquiéter. Sean Gale était-il devenu le dernier objet des obsessions dangereuses de Marnie? Marnie Young aimait bien se vanter en disant qu'elle était la compagne de Sean Gale. Mais en réalité, ce n'était qu'une histoire de sexe. À ce stade, les inspecteurs savent qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour justifier une arrestation. Et comme toute la ville de Chicago est en émoi, la police se doit de présenter un dossier extrêmement solide. Il n'y avait quasiment aucune preuve matérielle dans l'appartement de Ronnie sur les lieux de l'assassinat, à part les douilles des balles. Ils ne pouvaient pas obtenir de mandat d'arrêt et ils ne voulaient pas non plus griller leur joker en la convoquant trop tôt, avant d'avoir rassemblé plus d'éléments. Dans un meurtre aussi médiatisé que celui-ci, on ne pouvait pas se permettre d'agir précipitamment. Il fallait qu'on attende d'avoir entre les mains des preuves indiscutables. Les policiers doivent absolument découvrir d'autres indices et pour cela, ils vont faire preuve d'imagination. L'une des tactiques employées par les agents, c'est la fouille de poubelle. Ils sont allés récupérer les sacs d'ordures ménagères et en ont ressorti tout ce qui pouvait avoir de la valeur pour l'enquête. Les inspecteurs vont avoir aussi l'occasion d'entendre ce que Marnie a à dire. Deux suspects ont déjà été écartés concernant le meurtre de Ronnie Reuter, 42 ans. La police s'intéresse maintenant à un troisième. L'une des nombreuses conquêtes de Sean Gale, Marnie Young, un agent immobilier de 40 ans. On a découvert qu'elle avait harcelé Sean et s'était immiscée dans sa vie. Et d'après la police, ce n'était pas la première fois. Elle avait déjà agi comme ça avec de précédents amants. Le harcèlement est un acte qui dénote l'obsession, l'obstination. Et Marnie était résolument déterminée à ce que sa relation avec Sean Gale prenne un tour plus officiel. Elle n'allait pas le lâcher. Pour l'instant, la police n'a aucune preuve solide permettant de relier Marnie au crime. Mais Sean propose de les aider à en trouver. Sean a eu des liaisons avec beaucoup d'autres femmes. Mais il est évident que Ronnie Reuter et son futur bébé occupaient une place particulière dans son cœur. D'après ses proches, la famille était un pilier très important pour Ronnie, et elle voulait fonder la sienne. Et en y repensant, si on se fie à tout ce qu'on a appris depuis sur Sean Gale et Ronnie, je pense que c'est ce qu'il souhaitait lui aussi. Leur relation n'était peut-être pas très conventionnelle, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas importante pour Sean Gale, ou qu'elle ne comptait pas pour lui. Il y avait clairement un lien profond entre eux, quelque chose qui les unissait. Sean dit à la police qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider à arrêter l'assassin. Il nous a été très utile. Il a même accepté de porter un micro pour nous. Il accepte d'enregistrer une conversation avec Marnie à son insu. Il espère pouvoir la pousser à avouer. Mais quand il la retrouve, elle a l'air perturbée, comme si elle sentait qu'il se passait quelque chose d'anormal. Soit elle était paranoïaque, soit la discussion et les questions que Sean lui posait la rendaient nerveuse. Peut-être aussi que Sean agissait bizarrement par rapport à l'habitude. Il n'a pas réussi à lui faire avouer quoi que ce soit d'un peu compromettant. La police va devoir trouver un autre moyen de la relier au meurtre. L'une des tactiques employées par les enquêteurs, c'est la fouille de poubelle. Ils ont cherché tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à un indice. Et comme les poubelles se trouvent dans un espace public, on peut y accéder sans mandat. L'initiative finit par porter ses fruits. Ils ont trouvé un ticket qui prouvait qu'elle avait commandé 2 livres
expliquant comment fabriquer soi-même un silencieux pour pistolet. On a trouvé un ticket de caisse d'un magasin de bricolage. Et il s'est avéré que Marnie avait acheté de nombreuses pièces mentionnées dans ses livres. Elle comptait donc bien fabriquer elle-même un silencieux. Un silencieux artisanal expliquerait non seulement les sons étouffés entendus par la voisine, mais résoudrait aussi l'un des mystères persistants autour du crime. Les policiers ont trouvé des balles qui étaient restées intactes en plus des douilles. Sur le coup, ça n'avait aucun sens, mais avec un silencieux artisanal, il y a de fortes chances que le pistolet fonctionne mal. La fouille des poubelles a été très productive. Fort de cette information, les inspecteurs convoquent Marnie pour l'interroger. Marnie Young était très calme et détachée pendant l'interrogatoire. Et Marnie confirme qu'elle était au courant de la situation de Ronnie. And I'm like, really? Okay. I'm like, are we happy about this? You know, and I said, it's just like that. He's like, no. He's like, no. No. Like that. And I looked at him and I go, oh, so apparently the condom rule doesn't apply to everybody, huh? He got mad. Tout comme les suspects précédents, Marnie semble avoir un solide alibi. Elle a affirmé qu'elle dormait chez elle au moment du meurtre de Ronnie. Et selon ses relevés téléphoniques que la police avait réussi à se procurer, son portable avait bien l'air d'être chez elle. Mais elle pouvait aussi l'avoir délibérément laissé là. Marnie était très intelligente. On se demandait parfois si ce n'était pas elle qui interrogeait les inspecteurs pour tenter de savoir ce qu'ils savaient exactement. Mais quand la police insiste sur des détails de la mystérieuse lettre, Marnie se renferme. Quand les enquêteurs tentent de vérifier l'alibi de Marnie, ses enfants ne se rappellent plus très bien si elle était chez eux ou non. Son plus jeune fils était à la maison. Il n'était pas allé à l'école ce jour-là parce qu'il était malade. Mais elle aurait très bien pu sortir discrètement sans qu'il s'en rende compte, parce qu'il dormait dans son lit. Heureusement, la police découvre un autre moyen de prouver que Marnie ment à propos du lieu où elle se trouvait le matin du meurtre. Beaucoup d'enquêtes ont une chronologie très détaillée et sont extrêmement rigoureuses. Elles rassemblent des preuves matérielles, scientifiques, des interrogatoires. Mais la plupart du temps, la chance joue beaucoup dans nos investigations. Dans ce cas précis, il se trouve qu'au moment de l'enquête, l'un de nos agents a fait une formation sur la location de voitures. L'objectif était d'apprendre à chercher des noms et toutes sortes d'informations dans les bases de données des loueurs. Ils ont découvert qu'elle avait loué une voiture la veille de l'assassinat de Ronnie. Le moyen de transport privilégié dans la plupart des affaires, qu'on parle de meurtre ou de stupéfiants, c'est le véhicule de location. C'est l'idéal. On le loue, on le rapporte, et la première chose qui est faite ensuite, c'est le nettoyage. Au moment où on découvre qu'un véhicule de location a été utilisé, il peut déjà se trouver dans un autre état. Il a peut-être même déjà été vendu. En tout cas, il a changé de main de nombreuses fois. La voiture utilisée par Marnie est une berline noire, comme celle qui a été aperçue quittant l'immeuble de Ronnie par un témoin. Elle a été rendue quelques heures à peine après le meurtre, mais ce n'est pas la seule découverte des enquêteurs. La police a identifié le numéro de téléphone mentionné pour la réservation du véhicule. C'était un appareil jetable acheté par Marnie Young dans une grande surface une semaine plus tôt. Ce téléphone avait passé au moins un coup de fil près de Deerfield le jour de l'assassinat. D'abord la voiture de location, ensuite le téléphone prépayé, ça commençait à faire beaucoup. Mais ce n'était que des preuves indirectes, et les procureurs voulaient un dossier en béton. Ils voulaient des aveux. Pour arrêter l'assassin, la police va devoir solliciter l'aide de son amie la plus proche.
La plupart des meurtriers font la même erreur. Soit ils impliquent un autre individu, soit ils parlent à quelqu'un de ce qu'ils ont fait. Les inspecteurs de la criminelle et les procureurs généraux rassemblent des preuves contre Marnie Yang, 40 ans, pour le meurtre de Ronnie Reuter et de son enfant à naître. La police a mis près d'1 an à réunir toutes les preuves prouvant l'implication de Marnie. Mais elle avait besoin d'un dernier élément qui ferait tenir tout le dossier. En relisant les documents remplis par Marnie pour louer un véhicule la veille du meurtre de Ronnie, les enquêteurs découvrent une information surprenante. Elle avait utilisé une adresse en banlieue alors qu'elle habitait à Chicago même. L'adresse est celle d'une femme appelée Christy Passion. On savait que Christy était une amie très proche de Marnie, quelqu'un en qui elle avait confiance. Et Christy savait probablement ce qui était arrivé à Ronnie Reuter, au moins en partie. J'ai du mal à croire que Marnie ait fait tout ça sans en parler à sa meilleure amie. Mais la question à se poser, c'était quel est le degré d'implication de Christy? Que sait-elle exactement? À la criminelle, on ne croit pas aux coïncidences. On a convoqué Christy, elle s'est présentée, on l'a interrogée. On n'a pas mis longtemps à lui exposer les faits. Et elle nous a très vite confirmé que c'était effectivement ce qui s'était passé. Elle est devenue un élément central de l'enquête. D'après Christy, Marnie était extrêmement jalouse de Ronnie et de la relation qu'elle avait avec Sean. Elle voyait sa grossesse comme une menace. Marnie lui a tout avoué dans les moindres détails. L'assassinat avait été minutieusement préparé et exécuté. Marnie avait pratiquement pensé à tout. Le silencieux, un plan pour s'enfuir. L'homme de couleur qui avait été aperçu fuyant la scène était en fait Marnie, vêtue d'un déguisement. Quand on tente de décrire une personne déguisée en train de quitter les lieux en courant, on ne peut pas donner de détails très précis. On a déjà du mal à savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Elle avait pensé à laisser son téléphone portable dans le tiroir de sa table de nuit. C'était très astucieux. Et elle avait acheté un téléphone prépayé avec lequel elle a appelé son propre téléphone à une heure précise. Comme ça, les relevés téléphoniques confirmeraient qu'elle était chez elle à ce moment-là. Après le meurtre, toujours d'après Christy, Marnie jette l'arme du crime dans un seau rempli de ciment qu'elle abandonne dans une benne à ordures quelque part dans Chicago. Ça faisait donc un certain temps qu'elle s'était débarrassée de l'arme. Les chances de la retrouver dans une décharge de Chicago sous des couches de détritus étaient quasi nulles. Pour l'instant, Christy n'a rien dit à la police qui puisse être prouvé, mais elle accepte de les aider à piéger Marnie. La police l'a convaincue de porter un micro-enregistreur pendant un rendez-vous avec Marnie pour qu'il puisse écouter leur conversation. Évidemment, elle avait peur d'être considérée comme complice. Alors elle a accepté. Mais il fallait qu'on soit très prudent, parce que Marnie était vraiment très intelligente. Portant un micro caché, Christy retrouve Marnie pour prendre le thé dans un restaurant voisin. Dans l'enregistrement, on entend le brouhaha qui règne à l'intérieur du café. Les conversations, les assiettes qui s'entrechoquent, c'est bruyant. Et elle chuchote. Alors il faut vraiment être très attentif. Mr. Harris, who had come to my house, threw down 2 papers on my table and looked at me and went, "Just so that you know, this isn't all we have." Okay. I told him I didn't know anything. If they had anything substantial, they wouldn't have been coming to you. They would have been coming to get me. Okay. Christy ne l'a pas beaucoup poussé, mais ça nous a déjà permis de répondre à quelques questions générales. On a soumis l'enregistrement au procureur général qui nous a dit « On a besoin de plus de détails. Vous pensez qu'on peut recommencer ?» Cette fois-ci, Christy réussit à faire parler Marnie du meurtre. Et une fois qu'elle est lancée, elle ne s'arrête plus. La conversation était glaçante. Marnie a commencé à raconter à Christy comment elle avait procédé pour assassiner Ronnie Reuter. Elle était très factuelle, méthodique, et elle n'a pas lésiné sur les détails. Tout a commencé le matin du 4 octobre, sur le palier de Ronnie. She opened up the door, and all she saw was a dark-skinned person with sunglasses holding a gun like this. And she started screaming,
And I just started emptying. Cette deuxième conversation était absolument stupéfiante. Non seulement elle a raconté ce qu'elle avait fait de façon extrêmement détaillée, mais elle a aussi décrit précisément le meurtre. Et elle a reconnu avoir délibérément visé le ventre. I took maybe 1 or 2 steps into the kitchen to use the jab. I took one last shot and finished her. My her leg was sticking out into the hallway. I had to kick it inside. I had gloves on, close the door behind me. That's it. Elle a pris une photo de l'échographie. Et elle a aussi fait une chose qui est passée inaperçue. Elle a pris un bracelet que Ronnie portait. Son bracelet de grossesse. Même si elle était enceinte, elle continuait à venir ici faire du sport. J'ai remarqué qu'elle l'avait toujours au poignet. Avec l'aide de Christy, la police retrouve le bracelet. Marnie a décrit comment Christy était venue la chercher en voiture pour aller enterrer le bijou à Rolling Meadows. La découverte de cet objet était une avancée inespérée dans l'enquête. Le 4 mars 2009, la police interpelle enfin Marnie Young. Le procureur général a délivré un mandat d'arrêt pour homicide. On connaissait les habitudes de Marnie et ses horaires de travail. Alors les inspecteurs sont arrivés chez elle tôt le matin. Ils ont attendu qu'elle sorte. Et au moment où elle s'apprêtait à monter dans sa voiture, plusieurs agents l'ont arrêtée pour l'emmener en garde à vue. Comme il y a eu des tirs visant délibérément le ventre de Ronnie, Marnie est accusée d'avoir commis 2 meurtres avec préméditation. Au moment de son interpellation, Marnie semblait stupéfaite. Elle pensait sincèrement qu'elle avait tout prévu. Elle était persuadée d'avoir commis le crime parfait. Quand la police perquisitionne son domicile, elle trouve d'autres preuves de la jalousie et de l'obsession de Marnie. Un jour où elle était chez Sean, elle a profité d'un moment où il a quitté la pièce pour accéder à son ordinateur. Il n'était pas verrouillé par un mot de passe, alors elle a pu télécharger des données sur une clé USB. C'était la preuve que Marnie était bien l'expéditrice des lettres envoyées à toutes les maîtresses de Sean. Elle se l'était même envoyée à elle-même. Quand l'arrestation de Marnie Young et les détails du crime qu'elle a commis sont rendus publics, la ville de Chicago est sous le choc. Toute cette histoire était surréaliste. C'était impensable. Ça ne collait pas du tout avec sa personnalité. Elle n'aurait jamais dû mourir comme ça. On a d'abord entendu parler d'une belle femme qui avait été brutalement assassinée. Puis on a appris qu'elle était liée à une star du football américain. Et tout à coup, Marnie Young était en garde à vue. Immédiatement, tout le monde a pensé qu'il y avait une histoire de sexe derrière tout ça. Et évidemment, c'était le cas. Il appartient maintenant au procureur général de s'assurer que l'assassin sera bien traduit en justice. On avait plus de 200 preuves indirectes. C'est sans doute l'un des dossiers les plus solides sur lesquels j'ai jamais travaillé. Mais avant le début du procès, la défense demande à ce que l'enregistrement soit rejeté à cause d'un détail technique. C'est à ça que servent les avocats de la défense. C'était un tout petit désaccord sur la juridiction compétente, mais s'il était validé, les conséquences pour l'accusation auraient été énormes. Il n'y avait pas de preuves matérielles. Il n'y avait pas de témoins oculaires. L'ensemble du dossier était fragile. Il reposait entièrement sur l'enregistrement de Christy Passion. Malheureusement pour Marnie, le juge ne statue pas en sa faveur. Les enregistrements feront partie des éléments de preuve autorisés. Le 1er mars 2011, le procès commence. Au moment de son entrée dans le tribunal du comté de Lake, le jury a vu une Marnie Young beaucoup plus négligée, beaucoup moins glamour. Elle continue à affirmer qu'elle était totalement innocente de ce crime. L'accusation décrit Marnie Young comme une femme consumée par son obsession. Elle était prête à tout pour garder Sean Gale auprès d'elle. Les 2 conversations avec Christy enregistrées dans le restaurant étaient plus que convaincantes. En les entendant, on se rendait bien compte que Marnie Young allait avoir de sérieux problèmes, parce que son récit était extrêmement détaillé. Christy Passion est arrivée à la barre et a expliqué que Marnie s'était confiée à elle. Elle voulait assassiner Ronnie parce qu'elle était jalouse.
Ronnie portait l'enfant de Shawn et ça la rendait spéciale à ses yeux. Aucune autre femme ne pouvait rivaliser. La défense accuse les enquêteurs de s'être acharnés sur Marnie dès le départ, alors qu'ils n'avaient aucune preuve pour étayer leurs soupçons, et d'avoir sciemment ignoré les 18 ou 19 autres femmes avec qui Shawn avait des aventures. Une grande partie du dossier a été montée de toutes pièces pour incriminer Marnie. En tout cas, le dossier était partial. Et tout ça n'a jamais été remis en cause. Alors il y avait un risque que ce procès aboutisse à une condamnation à tort. Il fallait empêcher le procureur et la police d'en arriver là. Mais le procureur insiste. Parmi toutes les femmes ayant eu une relation avec Shawn, seule Marnie était suffisamment jalouse pour commettre un crime aussi monstrueux. On a interrogé toutes les femmes qui, à notre connaissance, avaient eu une relation avec Shawn, une par une, que leur histoire soit toujours en cours ou qu'elle soit révolue d'ailleurs. La défense tentait le tout pour le tout, comme si elle lançait des hameçons au hasard en espérant que ça morde. Ils ont même essayé de faire croire que la confession de Marnie à Christy n'était pas du tout des aveux. À un moment, l'avocat de Marnie a déclaré que la discussion entre Marnie et Christy n'était qu'un tissu de mensonges. Il a dit tout de go qu'il était impossible de croire aucune des deux femmes, qu'elle s'était montée la tête en inventant des histoires dans ce restaurant. Rien de plus. Mais ces arguments parviendront-ils à convaincre le jury? Pour moi, le verdict allait forcément annoncer sa culpabilité. Je ne voyais pas comment il pouvait en être autrement. Le 15 avril, après seulement 4 heures de délibération, le jury rend son verdict. Il estime que Marnie est coupable des 2 meurtres avec préméditation dont elle est accusée. Elle s'est piégée toute seule en reconnaissant être l'auteur des faits quand elle s'est vantée auprès de son ami et le micro l'a trahi. En plus, elle a donné des détails que seul l'assassin pouvait connaître. Pour moi, le jury a eu raison. Ça ne fait aucun doute. Au moment de prononcer la sentence de Marnie, le juge Christopher Stride a déclaré que son crime était très différent de ceux qu'il avait pu juger auparavant. Parce qu'il avait été exécuté de façon extrêmement méthodique, méticuleuse et frénétique. 3 ans et demi après l'assassinat de Ronnie, Marnie écope de la peine maximale autorisée, la prison à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. Pour la famille de Ronnie, c'est une maigre consolation. Ils étaient soulagés, bien sûr, mais on sentait aussi que ce soulagement était mêlé de colère, parce que ce crime restait totalement injustifiable. Leur fille n'aurait jamais dû mourir, et on a tendance à l'oublier, mais son enfant non plus. 2 êtres humains ont été éliminés de sang-froid, pour une simple histoire de jalousie. En ce qui me concerne, Marnie Young méritait la peine de mort. Shawn Gale a dû être incroyablement affecté. Comment peut-on se remettre de l'assassinat de quelqu'un qu'on aime? D'autant plus quand on a eu une liaison avec sa meurtrière. Une femme est morte, un enfant n'a jamais vu le jour. C'est une véritable tragédie.